Evening News. La situation du porte-parole du CDR s'empire. 3 nouveaux chefs d'accusation ont été reconnus contre Rasbat, déjà sous mandat de dépôt. Restez en notre compagnie pour les détails. L'ONG Savama DCI prône l'inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix au Mali. Comment compte-t-elle y parvenir? La réponse est dans un instant. Hors de nos frontières, jugement de Ousmane Sonko, présence policière et heure aux alentours du domicile de l'opposant. On revient plus en détail dans la page internationale. Vous êtes au bon endroit pour vous informer. Fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, soyez les bienvenus dans ce journal. Le chroniqueur Rasbat a été inculpé ce mercredi 29 mars 2023 pour 3 nouveaux chefs d'accusation. Il s'agit d'association des malfaiteurs contre autrui de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière, offense au chef de l'État de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière et enfin diffusion de paroles contre les mœurs du pays. Le leader du CDR était placé sous mandat de dépôt depuis le 13 mars pour simulation d'infraction. Ses soutiens ne comprennent pas ce nouveau rebondissement. Plus de détails dans cet élément de Mamadou Bilali Koulibaly. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Rasbat cette semaine. Un chapitre des plus inattendus. Arrêté, Mohamed Youssouf Bathily est placé sous mandat de dépôt le 13 mars 2023 pour avoir dit que Soumeilou Boubei Maïga a été assassiné. Une simulation d'effraction selon le procureur du tribunal de la commune 4. 16 jours après, le célèbre activiste est présenté à un juge d'instruction. Il est inculpé pour 3 autres chefs d'accusation, entre autres, association des malfaiteurs contre autrui de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière. Ensuite, offense au chef de l'État de 2023 jusqu'à 10 ans en arrière. Enfin, diffusion des paroles contre les mœurs du pays. Ses compagnons du CDR sont sous le choc. Rasbat a été inculpé pour la première fois pour simulation d'infraction. Le procès était prévu pour le 13 juin prochain. Mais nous, à notre grande surprise, on l'enlève, on va lui pointer, l'inculper sous un autre mandat de dépôt avec 3 chefs d'accusation. Nous, on ne comprend pas. Et puis, des chefs d'accusation, on ne connaît même pas. Il s'est associé contre qui? On dirait une simulation d'infraction. Nous-mêmes, on ne comprend pas. Bon, les actions futures que nous comptons mener, c'est que nous comptons organiser une conférence de presse très bientôt. Le jeudi prochain, le jeudi 6 avril, si Dieu le permet bien, on va organiser une conférence de presse à la Maison de la Presse à partir de 14 h pour montrer à l'opinion nationale que nous ne comprenons pas. Le collectif dont il est porte-parole espère sa libération de la MCA. Même si pour Aliou Touré, Rasbat se porte bien mentalement et physiquement. Au début, on l'a même mis dans la même cellule que des grands bandits, des délinquants. Ben, nous, on a fait des démarches au niveau de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est parti le voir. Et puis, ils ont changé sa condition. Maintenant, il est détenu au 4e. Maintenant, ça va. Et il a droit aux visites. Rasbat se porte à merveille, il se porte très bien. Lui, il a un mental d'acier, c'est un lion. Il se porte très bien et puis il nous a même dit de dire aux militants et aux sympathisants du CDR de rester tranquille. Que lui, il se porte bien et que lui-même, il est très satisfait parce qu'il a gagné déjà la bataille de l'opinion dans le premier chef d'accusation où il a été placé au mandat de dépôt, simulation d'infraction. Il dit qu'il se sent à l'aise et puis il dit à tous les membres du CDR de rester vigilants. Critique envers les autorités de la transition, ce n'est pas la première fois que Rasbat est arrêté. Dans un premier temps, il avait été emprisonné pour complot contre le gouvernement en fin 2020, avant d'être blanchi. Cette fois-ci, difficile de se prononcer sur son avenir. Quant à son procès, il est prévu pour le 13 juin prochain. Après l'actualité juridique, parlons des manuscrits. L'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, Savama DCI, a organisé une conférence débat sur l'importance des manuscrits pour le Mali dans le processus de paix et de réconciliation. L'activité a eu lieu ce jeudi 30 mars au mémorial Modibo Keïta. Suivons le compte-rendu avec Tiana Tangara. L'objectif de cette énième conférence débat de l'ONG Savama DCI est de faire le plaidoyer et lobbying pour une appropriation des enseignements des manuscrits anciens dans le processus de paix, de réconciliation et de gouvernance. Ce jeudi, le panel est constitué de l'ancienne ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Bintou Founès Samake, et de Dr Amidou Magassa, sociologue. Tour à tour, les conférenciers ont fait des exposés autour des 6 manuscrits anciens qui prônent la bonne gouvernance. Pour sauver les gouvernants, dans Fodio dit, il faut que tout gouvernant soit bien entouré.
par des érudits qui maîtrisent la religion, mais aussi par des savants. Quelque chose te fait mal, ne l'applique pas à l'autre. C'est la règle élémentaire de vivre ensemble. En leur temps déjà, ils avaient enseigné cela. Autre principe édicté par ces manuscrits anciens, c'est le recours perpétuel au dialogue, un mot qui sonne comme une leitmotiv. Les manuscrits nous enseignent qu'il faut le dialogue, mais nous devrons nous-mêmes nous poser la question, que faisons-nous des décisions issues de ce dialogue? Le dialogue, et je l'ai dit, au plus haut niveau. Vous ne réglerez pas ce problème de manière militaire. Vous le réglerez par le dialogue. C'est tout. Quels que soient les équipements que vous procurez. Et le dialogue, il faut le construire. Le public a fortement participé à cette conférence à travers des questions et des recommandations. Pour eux, cette activité tombe à point. Bon, moi je pense que c'est une conférence qui vient à un bon moment, qui vient en son temps d'ailleurs, parce qu'en ce moment, notre premier souci, c'est de retrouver toute cette harmonie au sein de notre société dont on a besoin, la paix, la sécurité, la réconciliation. Et tous les ouvrages concordent à dire qu'il ne saurait avoir de paix, il ne saurait avoir de réconciliation sans dialogue franc. Tous également sont d'accord qu'il ne saurait avoir de paix, il ne saurait avoir de réconciliation sans justice. Parce qu'elle permet d'établir les différentes vérités, la vérité entre les éléments de la société. À travers cette conférence, l'ONG Savama souhaite contribuer à la recherche des issues favorables pour un retour définitif à la paix et à la quiétude au Mali, tout en valorisant les œuvres manuscrites héritées de nos anciens érudits. De 2022 aujourd'hui, on a produit 6000 manuscrits, qui est en français et en arabe. Et tout est parti. On a distribué tout. Et à travers cette distribution, il y a toujours des conférences qui parlent de ce qui est dans ces manuscrits. Surtout, qui ne parlent que la paix, la tolérance, le pardon, le partage, la bonne gouvernance. À noter que cette activité met fin à la deuxième phase du projet, Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix. Au cours de cette phase, une dizaine de conférences s'est tenue dans les régions de Ségou, Kaï, Tombouctou et dans le district de Bamako. Comment on va s'en sortir? Restons dans l'univers des manuscrits. Ce jeudi 30 mars 2023 a eu lieu le lancement officiel du projet Rendre accessibles les manuscrits arabes au Mali. C'est un projet financé à hauteur de 105 millions de francs CFA par l'ambassade des États-Unis au Mali. Il a pour objectif de rendre plus accessibles les manuscrits du Mali et les leçons importantes qui y sont contenues. Suivons Cheikh Oumar Mariko pour le compte-rendu. On estime à environ 300 000 le nombre de manuscrits présents dans les régions nord du Mali. L'Institut des hautes études et des recherches islamiques, Ahmed Baba de Tombouctou, quant à lui, détient plus de 38 000. Alors, pour aider l'Institut à numériser et cataloguer ses écrits, l'ambassade des États-Unis au Mali a financé le projet Rendre accessibles les manuscrits arabes du Mali. D'une durée de 3 ans, ce projet de catalogage s'élève à plus de 105 millions de francs CFA. Un projet qui va permettre de rendre les manuscrits plus accessibles à ses lecteurs, aux chercheurs et ainsi permettre de promouvoir le patrimoine culturel malien. C'est un projet que nous avons initié avec l'appui de l'ambassade des États-Unis et qui va donc permettre à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou de pouvoir mieux conserver dans un premier temps les manuscrits, ensuite les répertorier, mais surtout procéder à leur catalogage, ce qui va donc permettre de faire en sorte que les manuscrits puissent être donc connus davantage et surtout être accessibles même en ligne. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont intéressés par les manuscrits, que ce soit les chercheurs, que ce soit les grands publics, peuvent donc désormais en ligne prendre connaissance donc de ces catalogues. Une initiative bien appréciée par les directeurs de l'Institut bénéficiaire. Et nous détenons 38 742 manuscrits. Donc le reste n'est pas du tout accessible aux chercheurs. Donc ce que nous allons faire avec ces projets, c'est unifier tous les travaux qui ont été faits pour mettre ça dans une seule base de données, pour permettre non seulement aux chercheurs de consulter par Internet, mais aussi avoir des copies éditées pour les autres qui ne peuvent pas accéder à l'Internet.
l'ambassade des États-Unis entend à travers ces fonds réduire les menaces sur l'héritage culturel du Mali en général et des manuscrits en particulier. Et je pense que ce projet, c'est très important, pas pour justement le Mali, mais pour tout le monde, et toute l'humanité, aussi des États-Unis. Il y a beaucoup de musulmans aux États-Unis, mais le travail ici, ensemble avec l'université aux États-Unis, avec l'Institut d'Ahmed Baba, c'est très bon et je suis très fière. Ces financements viennent s'ajouter à des actions des décennies de partenariat entre le Mali et les États-Unis. Ils rentrent également dans le cadre des projets de l'ambassade des États-Unis appelé Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle. À présent, place à la politique. Suspendue lundi dernier en raison des tiraillements dans la salle, les travaux du démembrement de la coordination de l'autorité indépendante de gestion et des élections, EGE, dans le cercle de Kati, s'est tenue ce mercredi 29 mars 2023. À l'issue de cette rencontre, tous les représentants des partis politiques du cercle sont connus. Le point avec Oumar Koïta. Malgré quelques difficultés constatées dans la mise en œuvre de ces démembrements, les choses sont finies par rentrer dans l'ordre. Toutes choses qui régissent les partis politiques, ces derniers connaissent désormais leurs représentants au sein de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Bon, les travaux sont passés avec beaucoup de discussions. Donc, on n'avait pas pu avoir un trait d'entente. Jusqu'à ce qu'enfin on est parvenu à avoir une solution, donc on a pu faire le tirage. Passablement, même si j'ai été la personne la gagnante, mais avec tout ça là, avec les tiraillements de passer par là, donc je peux dire que ça a été passable. Bon, la désignation, mode de désignation, non, c'est bon, mais il y a d'autres personnes qui sont là et ils représentent chaque fois qu'il y a une commune qui se représente, ils amènent des mandats non signés par le secrétaire général du parti. Donc c'est tout ça qui a amené des problèmes dans ça. 36 partis politiques ont répondu présents à cette rencontre. À l'issue de la journée, les 18 représentants au niveau des partis politiques, notamment des représentants au niveau du cercle et 16 au niveau communal. Pour la société civile, il y a eu un consensus à tous les niveaux, sauf dans la commune rurale de Kati, qui a procédé par le tirage au sort pour départager ses représentants. Les 8 communes de l'arrondissement central de Kati ont eu chacune un représentant, plus celui de la localité, ce qui fait au total 9 membres de l'EGE pour la société civile. Répondre présent, ça c'est autre chose. On a fait une circulaire et on a invité les gens. Répondre présent, certains répondent présent, mais ils n'obéissent pas les caractères, et les critères du moins. Les critères ne font pas partie des critères, donc on ne peut pas les accepter. Sinon, normalement, tout membre de la société civile doit se retrouver à un autre niveau. Il y a la société civile et tout court, il y a le niveau communal jusqu'au niveau national. Tout le monde doit se retrouver là-dedans. Il y a 2 représentants par commune pour 8 communes, donc ce qui fait 16. Donc on a pu désigner 18 représentants pour les partis politiques aujourd'hui, 2 pour le niveau et 16 niveau local et 16 pour le niveau commune. Tout est bien passé. Ça, vraiment, ça a été formidable. Les gens ont été à hauteur de souhait. Malgré qu'il n'y ait pas eu de consensus. À 99%, le cercle et les communes de Kati connaissent désormais leurs représentants au sein de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. À présent, je vous amène visiter un cousin proche du girafe. C'est notre image du jour. Il s'agit de l'okapi. L'okapi est une espèce de mammifère ruminant de la famille des Giraffidae, endémique des forêts tropicales de la République démocratique du Congo. Au croisement du zèbre et de la girafe, l'okapi est un curieux mammifère découvert scientifiquement en 1901 par l'administrateur colonial et explorateur britannique Harry Johnson. L'animal peut atteindre une longueur comprise entre 1,90 et 2,50 mètres et pèse entre 200 et 350 kg. La femelle est généralement plus grande que le mâle. Solidaire, il ne rencontre à l'état sauvage ses congénères seulement pour la période de production. Dans son milieu naturel, on peut l'observer dans des clairières ou dans des savanes de longues rivières, toutes affluentes du Congo. Mais généralement, il vit dans les forêts tropicales congolaises où il est difficile de l'apercevoir.
Il est possible de l'apercevoir en Ouganda, mais il a disparu. Son habitat est plus en plus restreint. Lors des guerres civiles, de nombreuses guérillas se sont confrontées. Le braconnage a augmenté, même à l'intérieur de réserves. L'Okapi est victime du braconnage, surtout dans le parc national des Virunga. Leur population est estimée de 10 000 à 30 000 individus et la tendance est à la baisse. Cet animal est protégé depuis 1933. L'espèce est inscrite sur la liste des espèces en danger depuis décembre 2013 par l'Union internationale pour la conservation de la nature. À présent, retrouvons Abibatou Diop pour ce qui fait l'actualité internationale. Des heurts ont émaillé dans la ville de Dakar ce jeudi entre policiers et manifestants aux alentours du domicile de l'opposant Ousmane Sonko pendant que se tient son procès pour diffamation à l'encontre des ministres. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. Ce que Sonko cherche, c'est juste une décision de justice pour enclencher sur une procédure d'appel ou autre, explique Cheikh Aliou Bey, député du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko. Non, il ne refuse pas de se rendre au tribunal, il suit juste les orientations de ses avocats. Lui-même, il a un document qui ne lui permet pas d'y aller. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que la justice soit dite. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place pour bafouer sa défense, pour faire de telle sorte que le président Sonko ne soit pas, en tout cas, jugé dans les... Ce qu'il cherche, c'est juste une décision de justice pour enclencher sur une procédure, appel ou autre. Outre les 2 mois de prison assortis du sursis, le tribunal a condamné M. Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA au ministre. Il a relaxé des délits d'injure et de faux. Si le maintien de son éligibilité est confirmé, le jugement semble susceptible de diminuer au moins temporairement les vives tensions qui parcourent le pays depuis des semaines et qui, encore, ont quasiment mis à l'arrêt la capitale Dakar. Le 2e sommet pour la démocratie, organisé par les États-Unis et co-organisé par la Zambie, la Corée du Sud, le Costa Rica et les Pays-Bas, débute. Joe Biden, qui se veut un éternel optimiste, a assuré hier mercredi que le vent avait tourné vers plus de démocratie dans le monde à l'occasion de ce sommet virtuel qui a par ailleurs résonné de mise en garde sur le progrès de l'autoritarisme. Des délégués locaux ont participé à cette rencontre essentiellement virtuelle dans la capitale de la Zambie et se sont exprimés sur l'importance de l'événement. À la fin de cette conférence, je pense qu'il y aurait un examen des objectifs de la première conférence qui a eu lieu en 2021. Quelles sont les réalisations et comment aller plus loin? Quels ont été les échecs et pourquoi nous avons échoué s'il y a eu des échecs? Pour moi, les États-Unis sont toujours un allié de l'Afrique. Tout dépend de la relation de votre gouvernement aux États-Unis. Pour des raisons économiques et de croissance, je pense que si renforçons notre démocratie, nous pourrons bénéficier du soutien de ces autres pays. Pour Hermen Gildo, participant venu du Mozambique, les États-Unis sont la plus ancienne démocratie que nous ayons, ajoutant que cela pourrait leur être instructif. Les États-Unis sont la plus ancienne démocratie que nous ayons. Cela signifie que nous pouvons apprendre non seulement des bons côtés, mais aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Je pense donc qu'il s'agit d'une bonne référence. Nous ne cherchons pas le système parfait, mais nous cherchons un système qui nous permette d'apprendre. Washington, appelant les démocraties à s'unir face à la Russie et la Chine, va injecter 690 millions de dollars pour soutenir cet effort. Cette 2e édition du sommet pour la démocratie rassemble les dirigeants de 121 pays, y compris d'Inde et d'Israël, dont les 2 dirigeants se défendent des critiques accusant de faire reculer les droits dans leur pays. Les membres de l'association Les Aînés pour la protection du climat suisse, qui regroupe plus de 2000 femmes âgées de 73 ans en moyenne, alertent sur les conséquences du réchauffement climatique, en particulier les vagues de chaleur sur leur santé. Des retraités suisses et anciens maires français dénoncent ce mercredi l'inaction des 2 pays devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. Une démarche inédite pour la France et la Suisse fasse mieux contre le changement climatique. La Suisse est particulièrement impactée et doit absolument prendre des mesures, affirme la porte-parole de l'Association des aînés pour la protection du climat suisse. La Suisse est particulièrement impactée et donc doit absolument prendre des mesures, d'autant que c'est un pays riche, industrialisé depuis fort longtemps, qui émet depuis fort longtemps et qui donc devrait être exemplaire et qui ne l'est pas.
Les membres de l'association Les Aînés pour la protection du climat suisse accusent l'examen par la Cour européenne des droits de l'homme de la requête liée au changement climatique visant la Suisse de ne pas agir suffisamment contre ses effets. Tout l'enjeu, c'est le lien entre les droits humains et le dérèglement climatique et les obligations des États. Et ce que la Suisse n'a pas arrêté de dire, c'est qu'elle en faisait assez et qu'au fond, ce n'était pas une question de droits humains, que c'était une question laissée aux politiques nationales, à celle de la Suisse qu'on considère comme largement insuffisante. La France, elle, est poursuivie par Damien Carême, l'ancien maire du Grande-Synthe, une ville côtière du nord de la France, menacée par la montée des eaux. Dans les deux cas, les requérants veulent démontrer que les manques d'efforts de leur pays pour lutter contre le réchauffement climatique enfreignent les droits de l'homme, en particulier les droits à la santé et à la vie. Il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut reconnaître qu'il aide à reconnaître celui-ci. En ce mois de Ramadan, le style vestimentaire connaît des changements souvent. Pour les musulmans, le Ramadan est un mois sacré durant lequel plusieurs aspects sont évoqués. C'est également le mois pendant lequel le style vestimentaire joue un rôle très important. Cependant, les femmes sont-elles les seules à changer de style vestimentaire durant ce mois? Élément de réponse dans ce reportage signé Sankou Diallo. L'arrivée du mois de Ramadan influe très visiblement sur le comportement chez les musulmans. Une influence matérialisée par un changement général de mode de vie. Chacun essaie de se conformer aux prescriptions religieuses qui recommandent aux fidèles de s'habiller de manière à couvrir le corps. Le docteur Saïd nous donne plus de clarifications sur le changement du style vestimentaire en ce mois de Ramadan. Alors, pour les tenues vestimentaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, les tenues vestimentaires sont conditionnées. Il s'agit notamment que la tenue soit décente. Et cette qualité dépend ou diffère d'un homme à une femme. Pendant le mois de Ramadan, alors, les fidèles musulmans, que ce soit les hommes ou les femmes, doivent aller vers le symbole de l'islam, parce que le mois de Ramadan, on peut considérer ça comme une manifestation, comme une manifestation religieuse, pendant laquelle les gens doivent respecter les recommandations de la religion. Et donc, c'est pour dire aux hommes qu'ils doivent mieux s'habiller, que la question ne concerne pas que les femmes et qu'eux aussi doivent faire des efforts en la matière. Selon le constat général, les femmes ne sont pas les seules à changer de style vestimentaire en ce mois de Ramadan. Le style vestimentaire ne concerne pas uniquement les femmes, ça concerne les deux à la fois. L'homme aussi peut s'habiller décemment et ce n'est pas absolument pour le Ramadan seulement. Lorsqu'on entreprend une chose, il faut une continuité. Donc, lorsqu'on voit dans la société les filles qui s'habillent décemment, c'est parce que c'est le Ramadan. Sinon, avant le Ramadan, ils ne s'habillaient pas ainsi. Donc, elles devraient rester ainsi pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, c'est la même chose pour les hommes aussi, qu'ils s'habillent décemment. Ce n'est pas uniquement pour les femmes. Moi, à mon avis, le changement de style vestimentaire ne doit pas concerner que les femmes. La religion même nous l'enseigne, nous devrions tous nous habiller de façon correcte et surtout avec des tenues décentes. Notre respect peut aussi dépendre de notre manière de s'habiller. Imaginez un seul instant qu'il est l'heure de la prière, mais que votre tenue n'est pas la tenue adéquate pour la prière, qu'allez-vous faire? Donc, dans d'autres termes, on peut dire que l'habit fait bel et bien le moine. Au sujet du changement du style vestimentaire, l'islamologue invite les fidèles à le préserver comme l'enseigne la religion musulmane. Espérons que les uns et les autres comprendront le message. Poursuivons cette édition et ouvrons une petite interrogation. La médecine traditionnelle est complémentaire ou concurrent à la médecine moderne. La médecine traditionnelle connue et reconnue pour ses traitements à base de plantes, décoctions et autres depuis la nuit des temps continue à tenir en haleine la population malienne sur l'arène médicale. La médecine traditionnelle est-elle un adversaire ou un complément de la médecine conventionnelle ou moderne? Des éléments de réponse
réponse des médecins, des tradithérapeutes et herboristes dans ce dossier réalisé par Kadidiatou Gourou. La médecine traditionnelle est l'ensemble des traitements médicaux à base de plantes, de peaux d'animaux, entre autres. Les plantes médicinales sont exploitées depuis belle lurette, bien avant la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle, malgré l'évolution de la médecine conventionnelle, continue à tenir en haleine les Maliens. La médecine traditionnelle est plus bénéfique surtout chez les bébés. La médecine traditionnelle et moderne n'ont pas les mêmes méthodes de traitement. Personnellement, je trouve que la médecine traditionnelle donne une consistance plus solide à l'être humain que la médecine moderne. D'après les herboristes, il est important de respecter le dosage prescrit par le médecin, qu'il soit de la médecine conventionnelle ou tradithérapeute, pour constater l'évolution sur le corps. Par ailleurs, la herboriste reconnaît que les plantes ne peuvent pas atteindre les veines comme les perfusions. Même la médecine conventionnelle, si elle n'est pas appliquée telle que prescrite, ne peut donner gain de cause. C'est la même chose avec la médecine traditionnelle. Néanmoins, les méthodes de traitement ne sont pas pareilles. Bien que la médecine conventionnelle contienne de la chimie et la médecine traditionnelle purement naturelle, les deux vont de pair selon des agents de la pharmacopée. Bon, la différence entre la médecine traditionnelle et moderne, dans un premier temps, on va parler de la chimie. Dans la médecine moderne, qu'on va dire conventionnelle, il se trouve la chimie. Alors que la médecine traditionnelle, ça c'est purement traditionnel comme vous attendez. Généralement, c'est la plante, des animaux, des peaux des animaux et autres types, comme on appelle, d'organes qu'on utilise pour confectionner nos produits médicamentés. Donc la médecine traditionnelle, c'est à base des choses traditionnelles, purement traditionnelles, pas de chimie dedans. On va dire d'ailleurs que la médecine conventionnelle est un complément de la médecine traditionnelle parce que bien avant qu'on connaisse la médecine conventionnelle, c'est le traditionnel qui était derrière là. La médecine traditionnelle a bel et bien existé chez nous avant la médecine moderne. Donc on peut dire que les deux se complètent, mais c'est la médecine moderne qui complète la médecine traditionnelle en Afrique, précisément au Mali ici. Les mérites de la médecine traditionnelle sont indéniables depuis fort longtemps. En revanche, ce système médical doit faire preuve d'humilité en reconnaissant ses limites dans le traitement de certaines maladies, soutiennent des agents de la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle fait partie du système de santé au Mali. Nous n'ignorons pas du tout ce qu'ils font. Il faut reconnaître leurs mérites. Mais chacun doit vraiment connaître ses limites. C'est en fait ça. Et c'est une des grandes différences entre nous. Tout ce que nous ne pouvons pas traiter, on dit qu'on ne peut pas traiter. Et nous sommes tous des humains. Le médecin, comme on a dit, le médecin a l'obligation des moyens, mais il n'a pas l'obligation des résultats. Nous, on ne va pas donner la certitude comme quoi vous venez chez nous, on vous traite pendant ce délai et vous n'aurez rien comme séquelles. Non. On met les moyens à notre disposition et nous évoluons en fonction des données de la science. C'est ça la médecine conventionnelle. Certes, il donne des mérites, mais parfois, c'est la modestie qui manque. Le but ultime des deux systèmes médicaux reste et demeure le rétablissement du patient, quelles que soient les compositions des médicaments. Vous l'aurez compris, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle sont d'ores et déjà complémentaires. C'est sur ce dossier santé que nous réformons ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Djoliba TV News. Djoliba Evening News.